Le 1er avril 2023, pendant la période où je faisais les vidéos Raconte-moi Le Mans, ce jour-là était sortie une vidéo où je parlais des pires voitures, des voitures les plus moches qui ont roulé aux 24 heures du Mans. Et je me souviens que c'était une vidéo qui à l'époque déjà avait fait les plus de vues, mais aussi qui avait fait le beaucoup plus parler, surtout dans les commentaires. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont insulté dans tous les sens, qui disaient que j'avais des goûts de merde, et avec mes amis on a beaucoup rigolé sur certains commentaires que j'ai reçus. Aujourd'hui, pour rendre hommage à cette vidéo, j'avais envie de refaire un reboot. Aujourd'hui, je vais parler des 10 voitures qui, pour moi, sont les plus moches qui ont roulé aux 24 heures du Mans. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors comme pour la vidéo sur mes voitures préférées, ceci est mon avis, uniquement le mien. Je m'excuse d'avance, je suis vraiment désolé si je détruis vos voitures préférées, mais restez sympa dans les commentaires, c'est surtout important. Bref, sans plus tarder, passons tout de suite au numéro 10. Numéro 10, la Toyota TS040. Quand j'ai découvert les 24 heures du Mans en 2009, vu que je suis français et qu'à l'école on m'a toujours dit que les Allemands c'était les grands méchants, et ben j'ai préféré supporter Peugeot plutôt qu'Audi. Et j'ai clairement bien fait puisque ce sont les Lions qui ont gagné. En 2010, je supporte également Peugeot. Sauf que je ne suis pas allé à la course mais uniquement à la parade. Et c'était génial. Et comme j'étais fan de Peugeot, à un moment je vois Stéphane Sarrazin qui était un de mes pilotes préférés et je crie « Hey Stéphane !» Il se retourne, je vous souhaite bonne chance, il me fait un petit pouce avec un grand sourire et les 4 Peugeot ont abandonné en 2010. Je vous jure que plusieurs jours après la course, je croyais encore que c'était moi qui leur avais porté la poisse. Et en 2011, pareil, je suis team Peugeot. Mais là non plus, ils n'ont pas gagné, pour seulement 13 secondes. Et en 2012, malheureusement, Peugeot part de l'endurance. Et il fallait choisir entre supporter Audi ou les petits nouveaux Toyota. Et vu que beaucoup de monde de chez Peugeot, que ce soit les pilotes, les mécaniciens, sont allés chez Toyota, je me suis dit, en 2012, Nathan, tu es pour Toyota. En plus de ça, la TS020, je la trouve plutôt stylée. Mais en 2012, c'est l'énorme désillusion. Aucune des deux ne finit la course et n'ont même pas passé la nuit. Je me suis senti trahi, impuissant. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais supporté Toyota. Vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire ? C'est qu'en 2012, c'était la seule fois où la Toyota elle était jolie. En 2013, c'était déjà pas terrible, mais la TS040 de 2014, c'est une abomination. Rien ne va dans les formes générales de la voiture. Même la livrée, les éclairs dans les zones bleues, c'est too much. Et en vrai, après ce modèle, je n'ai jamais aimé une seule des LMP1 de Toyota. Et l'hypercar dans tout ça, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Et la livrée noire, eh ben au début j'aimais pas, mais vu qu'on l'a pas beaucoup vu pendant la première course de la saison, ça m'a pas trop dérangé. Numéro 9, la Mazda 717C. Mazda est un constructeur japonais très reconnu dans le monde. Même aujourd'hui, pas mal de gens ont des Mazda dans leur voiture préférée. Mazda est un constructeur qui met surtout le moteur rotatif en avant, contrairement au moteur à piston classique. Alors aujourd'hui un peu moins, vu qu'on a prouvé que le moteur rotatif c'était pas si terrible que ça. Mais à l'époque, c'était un constructeur qui mettait beaucoup cette technologie en avant. Et dans les années 80, quoi de mieux que le règlement du groupe C des 24 heures du Mans pour mettre en avant cette technologie ? Eh bah rien du tout. Mazda se met donc au boulot pour créer le meilleur prototype d'endurance possible pour essayer, dans un moyen voire long terme, de gagner les 24 heures du Mans. Et le premier prototype de la marque, c'est la 717C. Et mon dieu, quelle est cette voiture rikiki toute réduite en taille dégueulasse là. On dirait un dessin d'enfant qui ne sait pas faire les proportions d'une voiture. Donc non, je suis désolé, la 717C, le premier prototype de Mazda en endurance, il est pas beau. Après, heureusement, ils se sont rattrapés dans les années à venir, surtout avec la 787B en 1991, qui d'ailleurs a gagné l'épreuve. Allez, petit kiff pour la route. J'aime bien. Numéro 8, la Rondo M379B. Alors, on parle bien sûr du design de la voiture, parce que sinon, la Rondo, c'est l'une de mes histoires préférées. Je vous présente Jean Rondeau, né le 13 mai 1946 au Mans. Dès qu'il est enfant, Jean a comme rêve de devenir pilote de course et surtout de créer ses propres voitures de course. Il participe plusieurs fois aux 24 heures du Mans dès 1972 à l'âge de 26 ans. En 1975, il crée une association avec ses amis avec un unique but, créer une voiture capable de faire les 24 heures du Mans en 1976. Mais c'est sa rencontre avec Charles James qui va tout changer, car c'est lui qui va financer le projet et créer la première voiture de Jean Rondeau, l'Inaltera, un fabricant de papier de Lyon. Les deux Inaltera engagées ont toutes les deux fini la course alors qu'elles ont 5 mois de développement. C'est très fort, surtout en 1976. Au fur et à mesure des années, les voitures de Jean Rondeau s'améliorent et arrivent même à rivaliser avec les performances des Porsche Usine et des Renault Alpine. C'est très fort. Et en 1980, c'est la consécration. Jean Rondeau remporte les 24 heures du Mans dans sa propre voiture face à l'armada des Porsche.
C'est historique. C'est la première fois qu'une voiture sartoise s'impose dans la Sarthe, avec en plus un pilote sartois dedans, qui en plus est celui qui a créé la voiture dans laquelle il a roulé. C'est la première et aujourd'hui seule fois que tout cela est arrivé. Par contre, je suis désolé, mais la voiture, je la trouve ignoble. Le cockpit fait la taille d'une chambre étudiante, les roues avant sont celles d'un tricycle pour enfants, l'arrière est monstrueux, on dirait une voiture de cartoon et je suis vraiment pas fan. Les proportions ne sont vraiment pas à mon goût. Mais malgré ce look horrible, jamais j'enlèverai l'histoire et la gloire qu'a eu cette voiture pendant les 24 heures 1980. Jean Rondeau participera plusieurs autres fois aux 24 heures du Mans après cela, il finira d'ailleurs en deuxième place avec une Porsche 956 en 1984, mais mourra malheureusement en 1985 dans un accident de voiture. Souvenons-nous alors de l'exploit de 1980 où une petite voiture sartoise a battu l'ogre Porsche, l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde, sur la course la plus difficile du monde. Et en plus de ça, avec une voiture dégueulasse. Numéro 7, la Spyker C8 la violette. En 2009, pour mes premières 24 heures, la catégorie GT m'a tout de suite fait rêver. En même temps, les voitures qui y participaient, c'est les voitures que je voyais tout le temps quand j'étais gamin en photo. Des Ferrari F430, des Porsche 911, des Aston Martin DBR et bien sûr des Corvette C6R incroyables. Il manquait plus que des Maserati MC12 et là on était bien. Mais dans le lot, il y a une voiture que dès que j'avais 10 ans, je trouvais dégueulasse. La Spyker C8 la violette. Quand on regarde toutes les autres GT, elles sont imposantes, assez monstrueuses. Mais la Spyker là, honnêtement, elle fait un peu pitié. Elle est minuscule et surtout l'avant là. Pourquoi tout est resserré? Le museau se rétracte sur lui-même, les phares avant sont au milieu du nez, ça n'a aucun sens. Spyker est un tout petit constructeur néerlandais créé en 1999 et aujourd'hui il n'existe quasiment plus. En même temps, un nouveau constructeur, même dans les années 90, c'est ultra compliqué de se démarquer des autres. Ils font un concept ultra fort, comme par exemple les marques Pagani ou Tesla, dans une certaine mesure. La Spyker C8 la violette et toutes ses variantes seront présentes au Mans entre 2002 et 2010. Et en 8 participations, donc 3 fois avec 2 voitures, donc 11 participations en tout, c'est seulement 2 arrivées en 2009 et 2010, et une meilleure performance en 2009 avec une 25e place au général et une 5e dans sa catégorie LM et GT2. Donc au revoir Spyker, tu resteras dans ma tête juste parce que tu étais moche. Numéro 6, le team Inter-Europol. La catégorie LMP2 permet à des équipes privées du monde entier de se joindre à la fête en endurance, que ce soit en ELMS, ALMS, IMSA, WEC. Il y a plein de championnats différents qui permettent à cette catégorie de briller et à des écuries privées de briller. Ce qui fait que la catégorie LMP2, c'est l'une des plus belles qu'on a aujourd'hui. Voici Wojciech Mieszkowski. Désolé, je le détruis ce nom. Il est polonais et il est le fondateur d'Interopol Compétition en 2010. Cette écurie a surtout été créée pour permettre à son fils Jakub de pouvoir rouler en compétition automobile. Et au début, en monoplace. Et oui, c'est très compliqué pour les Polonais de s'en sortir dans le monde du sport automobile. La Pologne n'est pas du tout une terre de sport auto, il y a très peu d'infrastructures, il n'y a aucun argent qui est mis en place. Bref, pour eux, c'est très compliqué. Mais ça a commencé à émerger vers 2006-2007, quand le prodige Robert Kubica se montre au monde avec des exploits en Formule 1. Dans les catégories jeunes, ce gars-là, on le voyait au même niveau que des Lewis Hamilton ou des Sebastian Vettel, des gars qui ont eu des toutes petites carrières en Formule 1. Donc vers ces années-là, la Pologne s'intéresse beaucoup plus au sport automobile, et ça permet à Inter-Europol Competition de se créer. C'est en 2016 que Inter-Europol découvre l'endurance en European Le Mans Series, en catégorie LMP3. Et les débuts sont assez difficiles. Leur premier podium sera l'année suivante en 2017, et en 2018, c'est leur première victoire de catégorie. Et ils finissent vice-champion LMP3 d'ailleurs. Pendant l'intersaison, en 2018-2019, c'est à ce moment-là que se déroule l'Asian Le Mans Series. Et Inter-Europol, dès sa première participation, devient champion de la catégorie LMP3, avec 2 victoires et 2 deuxièmes places en seulement 4 courses. Et qui dit champion ALMS 2019, dit invitation automatique pour les 24 heures du Mans 2019. Mais mon dieu, j'évite le sujet depuis tout à l'heure, mais les couleurs sont horribles. On dirait un vomi en sortie de boîte de nuit. Quand on me dit Pologne, je pense au rouge et au blanc, soit à une très belle combinaison de couleurs, et eux, non. Vert et jaune. En plus, c'est pas un beau vert et c'est pas un beau jaune. Depuis 2019, le team Inter-Europol Compétition est présent aux 24 heures du Mans et à chaque fois que je vois la voiture, je trouve ça horrible. Et l'année dernière, pour le centenaire, ils ont passé le jaune citron en jaune doré et le vert en plus clair et plus pâle qu'avant. Mais c'est un cauchemar en fait, je veux sortir de là. Par contre, cette voiture nous a offert un très beau spectacle et une magnifique histoire à raconter en plus. En début de course, lors de la première vague d'arrêt au stand, Fabio Scherer, un des pilotes de cette voiture, s'est fait littéralement rouler dessus par la Corvette. Et il a couru toute la course avec 2 os brisés dans le pied. C'est quand même la voiture qui a remporté la catégorie LMP2. C'est la première fois que l'hymne polonais retentit aux 24 heures du Mans et même au WEC. On va les retrouver cette année aux 24 heures du Mans 2024 et ils vont essayer de défendre leur titre de victorieux. Par contre, est-ce que vous pouvez le faire avec une plus belle voiture, s'il vous plaît? Numéro 5.
la Cadillac Le Monstre. Briggs Cunningham est un Américain passionné de voitures qui se fait connaître comme metteur au point d'une technologie particulière, l'hybridation châssis-moteur. En gros, il prend un moteur d'une marque et il le met sur un meilleur châssis. C'est de là que naissent les Fordiac. Châssis fort pour le style et moteur Cadillac pour la puissance et la fiabilité. Après avoir gagné quelques courses avec ses Fordiac un peu partout aux États-Unis, il se lance un nouveau défi, amener ses voitures et ses créations aux 24 heures du Mans. En 1950, il essaye donc d'arriver au Mans avec 2 Fordiac. Mais la CO refuse l'entrée car ses voitures sont trop modifiées. Ils engagent donc une première voiture, une Cadillac type 61 à la livrée noire et blanche, châssis Cadillac, moteur Cadillac, et pour la deuxième, il s'est fait une petite folie. Pour cette voiture, Cunningham a fait appel à un ingénieur en aéronautique pour créer la carrosserie la plus aérodynamique possible. C'est alors que naît cette carrosserie très étrange que l'équipe nomme la Cadillac Spider, avec la même livrée que la Type 61 qui roulera aussi au Mans cette année-là. Quand Cunningham présente cette voiture à la CO se dit tout de suite, bon, cette voiture on va la disqualifier facilement, elle sert à rien, bref, ça va être facile. Sauf que problème, le moteur et le châssis sont dans les normes du règlement, et ils avaient rien noté pour la carrosserie. Du coup, ils sont obligés d'homologuer cette voiture pour les 24 heures 1950. Mais en même temps, les spectateurs sartois de l'époque restent bluffés par cette voiture tellement ils la trouvent dégueulasse. Le nom du monstre de Cunningham commence à se faire entendre, et même dans la presse. Et cela arrive alors aux oreilles de Briggs Cunningham, qui adore l'idée. Il renomme alors sa Ford, la Cadillac Spider, Le Monstre. En plus, prononcé à l'américaine, Le Mans et Le Monstre, ça ressemble un peu. Et je suis d'accord, cette voiture ne ressemble à rien du tout. Surtout à une époque où les voitures sont juste magnifiques. Une fois sur la piste, Le Monstre montre des performances assez remarquables. On note un magnifique 210 km/h dans la ligne droite des Inaudières, alors que la version coupée de ville ne dépassait pas les 185. Alors qu'ils ont le même châssis, les mêmes roues, le même moteur. L'aérodynamique du prototype fonctionne. Cependant, Le Monstre rencontrera un petit peu des problèmes de fiabilité pendant la course et finira 11e au général. Un petit tour derrière la Type 61. Malgré cette innovation, on ne verra plus jamais Le Monstre 24 heures du Mans, mais ça fait encore une fois une belle histoire sur une voiture qui avait plus sa place dans Minecraft que sur la piste. Numéro 4, la Porsche 911 RSR du team Project One en 2019. En 1975, on voit naître un nouveau concept sur les voitures de 24 heures du Mans, les art cars. En gros, pour faire simple, on appelle un artiste et on lui propose de designer la livrée d'une voiture pour donner déjà un magnifique résultat, mais pourquoi pas aussi se faire de la pub. La première est donc une BMW 3.0 CSL dessinée par Hervé Poulain. Elle est juste magnifique. Et dans l'histoire, plusieurs fois dans la course, on a eu pas mal d'art cars qui ont été proposées. Et en a certaines, elles sont magnifiques. La BMW Néon de 2010, la Morgane panneau de signalisation en 2013, bien sûr Rexy en 2023, bref, j'en pourrais donner encore plein des exemples de belles art cars. Mais aussi, on a eu des ratés. Logique. Par exemple, la Venturi 60 LM en tuile, mais aussi en écaille. Ok. La Porsche 911 de 1998 dessinée par Wolinski avec une femme totalement nue dessus. Ok, pourquoi pas? C'est bizarre, mais... ok. Et surtout, la palme d'or de la livrée art car la plus dégueulasse, la Porsche 911 RSR du team Project One, dessinée par Richard Phillips. Mon dieu, mais c'est ignoble. C'est un massacre visuel. Il y a trop de couleurs. En plus, c'est des couleurs qui vont pas ensemble. Ça pète aux yeux. Ça agresse. En plus, il y a des yeux sur la livrée un peu partout, placés bizarrement. On dirait un monsieur patate où les pièces ont été mises aléatoirement. Non mais vraiment, je ne peux pas voir cette voiture. C'est juste pas possible d'avoir une livrée comme ça. Il y a des yeux mis en négatif derrière, mais faut arrêter. Mais le pire dans tout ça, c'était que c'était la super saison du WEC en 2018-2019. En gros, la saison a duré 1 an et demi et elle se terminait au 24 heures du Mans 2019. La Project One, c'est la voiture champion de la catégorie LMGTEM cette année-là. Et ils ont trouvé la pire façon de le fêter avec cette livrée horrible. Numéro 3, la Domerel 80. Je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, les proportions pour moi dans une voiture, c'est ultra important. Rien ne doit être trop petit ou trop gros par rapport au reste. Ça doit rester et avoir une shape très raisonnable. C'était le problème de la Rondo. Cockpit et arrière trop massif, l'avant était tout petit, rien n'allait. Et pourtant la Domerel 80, elle partait plutôt bien. Arrière sympa, avant ça va aussi, mais les phares sont bien trop gros. Et le cockpit? Mais quel cockpit? Ça fait de la résistance à l'air, c'est nul. On va faire une petite trappe, comme sur les tanks, et bim, on a inventé la première voiture avec cockpit, mais sans cockpit. Non mais ça va pas. J'arrive pas à savoir si la voiture est gigantesque ou minuscule. On dirait un vaisseau spatial très mal dessiné. Oui, à l'époque, l'Empire contre-attaque venait de sortir, mais c'était pas une raison de faire un X-Wing. Cette voiture a quand même fini 25e du général et 4e de sa catégorie en 1980. Bon, c'est pas trop mal pour un véhicule qui a détruit l'étoile de la mort. Numéro 2.
l'Austin Haley Sprite de 1965. Dans les années 60, certaines voitures se ressemblaient dans leur conception. C'était les voitures qui avaient un énorme nez à cause du moteur avant et un habitacle tout petit. Et moi je trouve que c'est un modèle de voiture qui rendait trop bien et fait partie de mes préférés. Les Ferrari 250 ou les Jaguar Type E sont un exemple parmi tant d'autres. C'est clairement mes voitures de série préférées de tous les temps. Et du coup, c'était à la mode ces voitures-là. Et Austin Haley, un constructeur anglais, ils se sont dit, tiens, on va créer notre propre voiture qui ressemble à ce modèle-là. Ça tombe bien car quand on regarde les voitures qu'ils ont déjà produites, comme la 100-6 en 1955 ou la 3000 en 1961, on se dit que c'est une marque qui a de la gueule. C'est parfait. Vous savez, on dit que les phares, c'est un peu comme les yeux d'une voiture. C'est son identité, sa caractéristique. Elle peut être agressive, noble ou au contraire toute mignonne. Ça définit tout, la forme des phares avant d'une voiture. Sauf qu'ils ont un peu trop pris au sérieux cette expression pour leur Austin Haley Sprite de 1965, car ils lui ont mis un nez. Alors déjà que les phares sont juste beaucoup trop gros, sans forme, sans charme, ils lui ont mis une entrée d'air surélevée qui donne un look terrible à la voiture. On a l'impression qu'elle est cassée. Cette voiture n'a rien pour elle. Rien ne se dégage, elle n'a pas d'âme. Bref, direction la poubelle. Maintenant, on va passer pour moi à la pire voiture que les 24 heures du Mans ait connue. Mais avant ça, on va faire comme pour ma vidéo de mes voitures préférées. Je vais vous montrer les voitures les plus moches des éditions 2009 à 2023, celles que j'ai connues donc, sans compter celles que je vous ai déjà montrées. Vous êtes prêts ? C'est parti! Numéro 1, la Morgan Aero 8 GTN. D'un point de vue design de voiture, pour moi, les années 2000, c'est les pires de toutes. Les voitures sont trop rondes, trop mignonnes, trop bouboules, et c'est pour moi la période la moins belle de toute l'histoire de l'automobile. Par contre, j'adore les voitures rétro de la première partie du XXe siècle. C'est les plus belles, les plus nobles voitures jamais sorties. Penchons-nous maintenant sur le cas Morgan. Morgan, c'est un constructeur anglais créé en 1910, et ses modèles entrent dans la norme, et notamment la Morgan Plus 8, qui clairement est une beauté sans nom. C'est magnifique. Et quelle est la pire chose qui pouvait arriver à cette voiture sublime? Eh ben, la moderniser en 2001 et lui donner des formes bouboulesques. Et ça donne la Morgan Aero 8. Mais c'est la pire voiture que j'ai vue de toute ma vie. Mais merde quoi, la voiture louche, ça gâche tout. La voiture est toute arrondie pour entrer dans l'air du temps, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. J'arrive pas à croire qu'on ait pu décider de mettre ces phares dans cette disposition, ça gâche tout. Et même l'aileron arrière n'a aucun sens, ça dénote avec tout le visuel de la voiture. Pour moi c'est lamentable. Au moins ça donne une belle leçon pour le reste du monde, on ne touche pas aux voitures de l'époque. Ça devrait être illégal. Et au fait, en 2 participations, elle n'a jamais fini la course. Bien fait pour sa gueule de merde. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle m'a demandé pas mal de recherches pour trouver des informations sur toutes ces voitures. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que je n'ai pas dit du mal de voitures que vous adorez. Dites-moi dans les commentaires quelles voitures sont celles que vous trouvez les plus moches, ça m'intéresse beaucoup. Et peut-être que je ferai une vidéo des voitures que vous trouvez les plus belles et les plus moches que je n'ai pas citées. Ça pourrait être ultra intéressant que vous sachiez mon avis sur ces voitures. En tout cas, merci beaucoup du soutien que vous m'apportez. Vous êtes de plus en plus nombreux à cette chaîne, ça fait très plaisir. Abonnez-vous pour suivre la suite de ces aventures et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La bise!